Les bottes du gardien crissaient dans la neige fraîche tandis qu'il traînait Rebecca Mitchell et sa fille de quelques heures vers les grilles de fer. La robe de soie de l'hôpital de la jeune mère ne la protégeait pas de la tempête de décembre qui reflétait la froideur des yeux de son mari. Daniel Ross se tenait dans l'embrasure de marbre du manoir familial, celui-là même que ses parents, ses frères et sœurs et ses cousins avaient acquis au prix de leur vie grâce à leur poste chez Meridian Global Industries, l'empire industriel de 80 milliards de dollars qui employait 3 générations de sa famille. Mais il ignorait que la femme tremblante qu'il chassait était en réalité Rebecca Thornton, la fille cachée du milliardaire Edmund Thornton, l'homme même qui possédait tous les immeubles où la famille Ross avait mis les pieds, tous les chèques de paie qu'elle avait encaissés, toutes les opportunités qu'elle avait saisies. La blonde perchée sur des talons aiguilles, Victoria Lagne, la maîtresse de Daniel, éclata d'un rire qui résonna sur le sol enneigé tandis que Rebecca trébuchait et manquait de laisser tomber son nouveau-né en pleurs. Mais ce rire cruel allait être le dernier moment de joie que Victoria connaîtrait. Car ce que Rebecca fit ensuite ne se contenta pas de choquer Daniel et de briser les rêves de Victoria. Cela dévasterait toute la famille Ross et révélerait des secrets qui anéantiraient tout ce qu'ils croyaient savoir sur le pouvoir, la loyauté et la femme qu'ils avaient traitée comme une moins que rien. Daniel pensait se débarrasser d'une épouse sans le sou et bonne à rien qu'il avait piégée avec une grossesse. Mais en réalité, il détruisait la seule personne qui détenait le destin de sa famille entre ses mains. Ni lui ni sa maîtresse Hilar n'auraient pu imaginer que cette femme transie de froid dans la neige possédait le pouvoir de les anéantir tous d'un simple coup de fil. Alors pourquoi Rebecca avait-elle dissimulé sa véritable identité? Que avait-elle vu en Daniel pour préférer la pauvreté au privilège? Et que déclencherait-elle maintenant que l'homme qu'elle avait aimé avait choisi sa maîtresse plutôt que son propre enfant nouveau-né? Le verre de champagne glissa des mains de Daniel Ross, mais il le rattrapa de justesse avant qu'il ne se brise sur le sol en marbre italien, ses réflexes aiguisés par des années de vie en entreprise. Il suivait une formation au siège de Meridian Global Industries. 6 mois auparavant, il se tenait dans cette même salle de bal pour célébrer sa promotion au poste de vice-président principal des opérations, entouré de 3 générations de membres de la famille Ross qui avaient bâti leur modeste fortune grâce à des décennies de loyaux services rendus à l'empire Thornton. Mais ce soir-là, les lustres en cristal projetaient des ombres qui semblaient le condamner pour des décisions irrévocables. « Tu es distrait », murmura Victoria Lagne, ses lèvres rouges effleurant son oreille tandis que ses doigts caressaient le tissu précieux de son costume Tom Ford. Mais l'attention de Daniel restait fixée sur la neige qui tombait à travers les baies vitrées. Chaque flocon lui rappelait cette nuit, 3 mois plus tôt, où tout avait basculé, la nuit où il avait ordonné que Rebecca disparaisse de sa vie pour toujours. Le téléphone de Daniel vibra. Un autre courriel de son père, Richard Ross, directeur de la logistique internationale, qui avait consacré 38 ans de sa vie à Meridian Global Industries. Mais le message ne contenait que 3 mots qui glacèrent le sang de Daniel. Réunion demain, Thornton. Edmund Thornton ne sollicitait jamais de rencontres avec des cadres intermédiaires, ni même avec les plus hauts responsables. Mais le milliardaire reclus avait expressément demandé à voir Daniel, et personne dans la famille Ross ne comprenait pourquoi le propriétaire d'un empire de 80 milliards de dollars souhaiterait parler à quelqu'un qui n'était dans l'entreprise que depuis 8 ans. « Daniel, tu m'écoutes au moins ?» La voix de Victoria le ramena à la réalité, son irritation à peine dissimulée par un sourire forcé. Mais Daniel avait appris ces 6 derniers mois que l'humeur de sa maîtresse était aussi changeante que le temps en hiver. Belle un instant, brutale l'instant d'après. « Je t'écoute », mentit Daniel en vidant sa coupe de champagne d'un trait, tandis que les souvenirs de Rebecca l'assaillaient, intempestifs, indésirables, mais impossibles à refouler. Il l'avait rencontrée 4 ans plus tôt dans un café du centre-ville de Seattle, loin de la tour Meridian Global Industries, étincelante, où sa famille avait bâti son empire. Rebecca, assise dans un coin, lisait un roman de poche usée. Sa simple robe d'été et l'absence de bijoux laissaient deviner qu'elle était aussi éloignée que possible de son univers. Elle n'avait pas retenu son nom lorsqu'il s'était présenté, ni prêté attention à sa position ou à la réputation de sa famille, mais elle l'avait regardé avec un intérêt sincère lorsqu'il lui avait parlé de son rêve de concevoir des villes durables. L'infrastructure. Des rêves qu'il avait abandonnés des années auparavant pour gravir les échelons de l'entreprise, comme sa famille l'attendait. Elle n'était rien, dit Victoria, lisant son expression avec la précision calculée qu'elle utilisait dans son propre rôle de directrice marketing chez Thornton Media Group, une filiale de Meridian Global Industries.
Mais son ton méprisant ne fit qu'exacerber la culpabilité qui rongeait Daniel depuis cette nuit de décembre. La nuit où Rebecca avait accouché de leur fille dans l'aile privée de l'hôpital Sainte-Catherine. Daniel avait refusé de lui rendre visite, car Victoria l'avait persuadé que cette grossesse était un piège, un stratagème pour le retenir auprès d'une femme qui le ruinerait et nuirait à sa réputation. Sa mère, Patricia Ross, qui avait travaillé comme assistante de direction auprès de 5 PDG différents de Meridian Global Industries au cours de ses 32 ans de carrière, avait appuyé l'analyse de Victoria. Mais Patricia avait toujours accordé plus d'importance au statut social qu'à la vérité émotionnelle. « Monsieur Ross, votre voiture est prête », interrompit le voiturier, mais Daniel le congédia d'un geste, soudainement incapable d'affronter le trajet du retour vers le Pentouse qu'il partageait désormais avec Victoria, dans l'immeuble que sa famille pouvait à peine se permettre, malgré leur salaire cumulé à 6 chiffres chez Meridian Global Industries. Le souvenir du visage de Rebecca le hantait. Non pas en colère, ni amère, mais empli d'un chagrin qui suggérait une trahison bien plus profonde qu'une simple infidélité. Mais Daniel était trop absorbé par ses ambitions et les manipulations de Victoria pour se rendre compte de la douleur qu'il infligeait. Son téléphone vibra de nouveau. Un message de son jeune frère, James Ross, qui travaillait au sein de la division innovation technologique de Meridian Global Industries. Il se passe quelque chose. Des rumeurs circulent. Thornton aurait une fille. Une restructuration majeure se profile. Papa panique. Le cœur de Daniel s'est arrêté, mais il s'est forcé à rester calme tandis que la main de Victoria se glissait dans la sienne. Son bracelet de diamant, un cadeau qu'il avait acheté avec l'argent qu'il avait économisé pour l'avenir de sa fille, reflétait la lumière du lustre. « Rentrons à la maison », murmura Victoria. Mais le mot « maison » sonnait faux, car le Pentouse n'avait jamais eu cette même sensation de foyer que le petit appartement où Rebecca l'attendait, lui préparant de terribles dîners maison et bavardant sincèrement de tout sauf du travail. Le trajet à travers les rues enneigées de Seattle aurait dû prendre 20 minutes, mais la circulation ralentit considérablement à l'approche du quartier financier. Daniel remarqua une activité inhabituelle aux alentours du siège de Meridian Global Industries. Des 4x4 noirs aux vitres teintées. Des agents de sécurité qu'il n'avait jamais vus auparavant. Mais le plus inquiétant était l'immense panneau d'affichage numérique situé en face du bâtiment, resté vierge pendant des mois. Soudain, il s'illumina d'un message qui le glaça d'effroi. Meridian Global Industries annonce une nouvelle structure de direction. Conférence de presse à 9 heures. C'est impossible, murmura Daniel. Parce qu'Edmund Thornton ne faisait jamais d'annonce publique, ne recherchait jamais l'attention des médias, mais le panneau d'affichage laissait présager un bouleversement majeur dans le paysage de l'entreprise où travaillait toute sa famille. Le téléphone de Victoria sonna, c'était son supérieur chez Thornton Media Group. Son assurance s'effaça à l'écoute, et son visage devint livide comme Daniel ne l'avait jamais vu. « Il supprime ma division », murmura-t-elle après avoir raccroché. Sa voix avait perdu toute sa confiance habituelle. Mais Daniel, lui, imaginait déjà les conséquences, bien au-delà de la simple perte d'emploi de Victoria. Son téléphone n'arrêtait pas de sonner, sa famille l'appelait. Son père, sa mère, ses 2 frères, sa sœur, son oncle, directeur des opérations de Meridian Global Industries sur la côte ouest, sa tante, récemment promue directrice régionale des ressources humaines. Mais Daniel était incapable de répondre, car une angoisse glaciale lui nouait l'estomac. L'appartement terrasse leur parut étouffant à leur arrivée, mais Victoria se versa aussitôt un verre de vin et se mit à faire défiler frénétiquement les réseaux sociaux, son anxiété se traduisant par des mouvements de doigts effrénés sur l'écran de son téléphone. « Oh mon Dieu !» souffla-t-elle, son verre tremblant. Daniel traversa la pièce pour regarder son écran et eut l'impression que la réalité basculait. Le titre annonçait « La fille cachée d'Edmund Thornton enfin révélée ». Rebecca Thornton Mitchell, nommée PDG de la division humanitaire de Meridian Global Industries. La photo qui accompagnait l'article montrait Rebecca, métamorphosée de façon presque irréelle, aux côtés d'Edmund Thornton devant le siège de Meridian Global Industries. Elle portait un tailleur noir sur mesure qui coûtait sans doute plus cher que la voiture de Daniel, mais son regard conservait la même douce intelligence dont il était tombé amoureux 4 ans auparavant. « C'est impossible », murmura Daniel, mais ses mains tremblaient tandis qu'il faisait défiler article après article, chacun révélant des détails qui bouleversaient sa compréhension des 4 dernières années. Rebecca Thornton avait été élevée dans l'anonymat par sa mère,
Catherine Mitchell, après la mort de la première épouse d'Edmund Thornton en couche, 28 ans auparavant. Mais Edmund avait gardé l'existence de sa fille secrète pour la protéger des pressions et des dangers liés à une richesse extrême. Rebecca avait été scolarisée dans des pensionnats d'élite sous le nom de sa mère, mais elle avait délibérément choisi de mener une vie normale, travaillant comme assistante sociale à Seattle tout en préparant un master en gestion d'organismes à but non lucratif. Mais elle avait gardé le contact avec son père grâce à des visites mensuelles dans sa propriété privée des îles San Juan. « Elle te testait », dit Victoria, la voix empreinte d'amertume et de compréhension. Mais Daniel était retourné à ce café, 4 ans plus tôt, se souvenant comment Rebecca l'avait interrogé sur ses valeurs, ses priorités, mais il avait été trop arrogant pour se rendre compte qu'on l'évaluait. Un autre article révélait que Rebecca avait informé son père de sa relation avec Daniel Ross quelques semaines seulement après leur premier rendez-vous, mais qu'Edmund Thornton avait demandé à sa fille de poursuivre cette relation sans révéler son identité. Curieux de voir si ce jeune cadre issu d'une famille d'employés fidèles de Meridian Global Industries privilégierait le caractère au statut. « Tu as échoué à son test », dit Victoria en se resservant un verre de vin. Mais Daniel percevait la peur derrière sa cruauté. Car si Rebecca l'avait mis à l'épreuve, Victoria avait elle aussi été démasquée comme une femme qui avait courtisé un homme marié pour faire avancer sa carrière. Les articles continuaient, révélant des détails accablants. Rebecca était véritablement tombée amoureuse de Daniel malgré son obsession grandissante pour sa carrière. Mais elle espérait que leur relation l'aiderait à renouer avec le jeune homme idéaliste qui rêvait autrefois de bâtir des villes durables plutôt que de gravir les échelons d'une entreprise. Cette grossesse n'était pas prévue, mais Rebecca y voyait l'occasion pour Daniel de privilégier sa famille à l'ambition. Mais il avait finalement choisi Victoria et la promesse d'une promotion plus rapide grâce à ses relations chez Thornton Media Group. « Le bébé », murmura Daniel, la poitrine serrée, en cliquant sur un autre article montrant Rebecca tenant un nourrisson emmailloté dans des couvertures de marque, entouré d'agents de sécurité et de personnel médical. Mais la légende révélait le nom de sa fille, Eleanor Catherine Thornton, et non Eleanor Ross Thornton. Sa fille avait légalement reçu le vrai nom de famille de sa mère, mais cela signifiait que Daniel n'avait aucun droit parental, aucun droit sur l'enfant qu'il avait rejeté. Pire encore, il réalisait qu'il avait jeté Rebecca et Eleanor dehors, dans la neige, sous les rires de sa maîtresse, et que tout le monde dans le cercle professionnel de sa famille saurait bientôt qu'il avait fait ça à la fille d'Edmund Thornton. Le téléphone de Victoria sonna de nouveau, mais cette fois, elle répondit immédiatement, son désespoir évident. « Oui, je comprends. Non, je ne savais pas. S'il vous plaît, il doit y avoir une solution. » L'appel se termina brusquement, mais le visage de Victoria trahissait la fin de sa carrière chez Thornton Media Group. « Elle est en train de nous détruire », dit Victoria, mais son accusation sonnait creux car Rebecca n'avait eu besoin de détruire personne. Daniel et Victoria s'étaient détruits par leur propre choix. Le téléphone de Daniel cessa enfin de vibrer avec les appels de sa famille et reçut à la place un simple SMS d'un numéro inconnu. « Rendez-vous à 9h. Bureau d'Edmund Thornton. Viens seul. Rebecca. » La nuit passa dans une angoisse insoutenable, mais Daniel ne put s'empêcher de rechercher tout ce qu'il pouvait trouver sur la véritable identité de Rebecca. Chaque nouveau détail lui transperçait la conscience. Edmund Thornton avait bâti Meridian Global Industries, une petite entreprise d'import-export, en un empire de 80 milliards de dollars présent dans les secteurs de la technologie, des médias, de la production, de la logistique et de l'aide humanitaire dans 47 pays. Mais contrairement à la plupart des milliardaires, Thornton avait toujours eu la réputation de traiter ses employés avec une équité remarquable. Le train de vie confortable de la famille Ross était possible grâce au salaire supérieur à la moyenne du secteur et aux avantages sociaux exceptionnels offerts par Meridian Global Industries. Mais les articles révélaient aussi la légendaire protection qu'Edmund Thornton accordait à sa défunte épouse et à sa fille cachée, avec plusieurs anecdotes sur des concurrents qui, ayant tenté d'enquêter sur l'existence de Rebecca, se sont retrouvés confrontés à des conséquences juridiques et financières désastreuses. Mais Daniel avait fait pire qu'enquêter. Il avait épousé la fille d'Edmund Thornton, l'avait mise enceinte, puis l'avait jetée, elle et sa petite fille, en pleine tempête de neige sous les rires de sa maîtresse. Victoria quitta le Penthouse à l'aube sans explication, mais Daniel soupçonnait qu'elle tentait de sauver ce qui pouvait l'être de sa carrière anéantie, même s'il était incapable d'imaginer quoi. L'immeuble du siège social de Meridian Global Industries dominait l'horizon de Seattle tel un monument d'acier et de verre,
symbole de puissance. Pourtant, Daniel ne s'était jamais senti aussi insignifiant que lorsqu'il avait emprunté l'ascenseur privé menant à l'étage de direction d'Edmund Thornton, un espace auquel il n'avait jamais eu accès, malgré son titre de vice-président senior. L'ascenseur déboucha sur un hall d'accueil orné d'œuvres d'art et de meubles dignes d'un musée, dont le prix dépassait celui de la maison de ses parents. Mais la réceptionniste âgée lui sourit chaleureusement et dit « Monsieur Ross, Madame Thornton vous attend dans la salle de conférence. » Monsieur Thornton, pas Madame Ross. La salle de conférence offrait une vue imprenable sur le Puget Sound, à tel point que le luxueux penthouse de Daniel paraissait une simple chambre d'étudiant. Pourtant, son attention était rivée sur Rebecca, assise en bout de table, pouvant accueillir 30 personnes. Sa posture était impeccable et professionnelle, mais son regard conservait cette même douceur dont il était tombé amoureux, mêlée désormais à une dureté qu'il avait acquise par sa cruauté. « Bonjour, Daniel », dit Rebecca d'une voix posée et calme. Daniel remarqua alors que ses mains reposaient, comme pour la protéger, sur un porte-document en cuir orné du logo de Meridian Global Industries. « Rebecca, commença Daniel, mais elle leva la main pour l'interrompre. « Tu auras le temps de parler, » dit Rebecca. Soudain, une porte s'ouvrit et Edmund Thornton entra. Daniel comprit alors pourquoi toute sa famille avait passé des décennies à éprouver à la fois terreur et gratitude. Edmund Thornton avait 73 ans, mais se déplaçait avec l'assurance de quelqu'un qui n'avait jamais remis en question son droit de dominer l'espace public. Ses cheveux argentés et son costume sur mesure suggéraient une puissance qui n'avait pas besoin de s'afficher, mais ses yeux, d'un brun chaud comme ceux de Rebecca, recelaient une intelligence qui perçait à jour toutes les manœuvres de Daniel. « Monsieur Ross », dit Edmund en s'asseyant près de sa fille, sans lui serrer la main. « Je souhaitais vous rencontrer depuis longtemps. » La bouche de Daniel s'assécha, mais il parvint à répondre. « Monsieur, je ne savais pas que ma fille mettait votre caractère à l'épreuve. » Edmund l'interrompit, d'un ton familier, mais aux paroles cinglantes. « Oui, je le sais. Rebecca a choisi de vivre sans les complications liées à la richesse car je l'ai élevée en lui faisant comprendre que l'argent révèle la vraie nature des gens. Vous avez révélé le vôtre de façon spectaculaire. » Le mot « spectaculaire » planait comme un poison, mais Daniel était impuissant à se défendre, car chaque accusation était justifiée. « Ma fille vous aimait, » poursuivit Edmund en ouvrant le porte-document, révélant des documents que Daniel ne pouvait lire depuis sa position. « Mais tu as préféré l'avancement de ta carrière et une femme qui te voyait comme un tremplin plutôt que celle qui t'appréciait pour des raisons qui n'avaient rien à voir avec l'utilité. » Rebecca garda le silence, mais Daniel pouvait percevoir la souffrance dissimulée derrière son masque professionnel, et la culpabilité le submergea violemment. « Ta famille a servi Meridian Global Industries avec distinction pendant 3 générations, » dit Edmund, son ton se faisant plus froid. « Mais votre père, Richard Ross, est directeur de la logistique internationale. Votre mère, Patricia Ross, a été assistante de direction auprès de plusieurs PDG. Votre frère James travaille dans l'innovation technologique. Votre sœur Michelle gère les ventes régionales. Et votre oncle Thomas supervise les opérations de la côte ouest. L'emploi cumulé de votre famille représente environ 43 postes au sein de Meridian Global Industries, en incluant les cousins, les conjoints qui ont rejoint l'entreprise et les autres membres de la famille. » Ce chiffre a frappé Daniel comme un coup de massue. Il avait mal pris la chose car il n'avait jamais réalisé à quel point la vie de sa famille était liée à Meridian Global Industries. Mais Edmund Thornton occupait clairement 43 postes, représentant environ 8,7 millions de dollars en salaire, avantages sociaux et cotisations de retraite annuelles, poursuivit-il. Son ton laissait cependant penser qu'il lisait une liste de courses plutôt que de parler de millions de dollars et des moyens de subsistance de plusieurs familles. « Je vous en prie », s'entendit dire Daniel, son orgueil s'évaporant. « Quoi que vous fassiez, ne punissez pas ma famille pour mes erreurs. » L'expression d'Edmund demeura inchangée. Mais Rebecca tressaillit légèrement, et Daniel comprit que sa supplique l'avait blessé plus que sa trahison, car elle révélait qu'il se souciait encore davantage de la sécurité de sa famille que de la femme et de l'enfant qu'il avait abandonnés. « La situation de votre famille est assurée, » dit Rebecca d'une voix calme, prenant la parole pour la première fois depuis l'entrée de son père. « Car contrairement à vous, je ne crois pas qu'il faille détruire des vies pour assouvir ma colère. » Le soulagement de Daniel ne dura que quelques secondes avant que Rebecca ne reprenne. « Mais vous, personnellement,
être muté avec effet immédiat. Elle fit glisser un document sur la table, mais les mains de Daniel tremblaient tandis qu'il lisait l'ordre de mutation. Daniel Ross, vice-président senior des opérations, a été muté au poste de directeur de la logistique humanitaire chez Meridian Global Industries, division Afrique de l'Est, basée à Nairobi, au Kenya. Sa prise de fonction est prévue le 1er avril. Dans 3 semaines, murmura Daniel. Mais les conséquences étaient désastreuses. Il était envoyé à l'autre bout du monde, dans l'une des plus petites divisions de l'entreprise. Une rétrogradation massive déguisée en mutation, mais surtout, il serait séparé de sa fille par des milliers de kilomètres. Vous serez responsable de la logistique de nos projets humanitaires au Kenya, en Ouganda, en Tanzanie et au Rwanda, expliqua Rebecca d'un ton parfaitement professionnel. Mais ce travail est essentiel. Distribuer du matériel médical, des fournitures scolaires et de l'aide alimentaire aux communautés qui en ont désespérément besoin. C'est le genre de travail que tu m'avais dit vouloir faire avant de décider que ta carrière primait sur ton désir d'avoir un impact positif. La gorge de Daniel se serra, car elle lui renvoyait ses propres rêves abandonnés. Mais elle n'avait pas tort. 4 ans plus tôt, il avait parlé avec passion de son désir d'utiliser son expertise en logistique pour aider les gens plutôt que de simplement optimiser les marges bénéficiaires. Le poste est rémunéré $127 000 par an, soit environ 40% de moins que votre salaire actuel, ajouta Edmund. Mais le logement et les transports sont pris en charge, et le coût de la vie à Nairobi est nettement inférieur à celui de Seattle. Et Victoria ? Demanda Daniel avant même de pouvoir se retenir. Mais le visage de Rebecca se durcit. Le contrat de travail de Madame Lagne avec Thornton Media Group a été résilié, a déclaré Rebecca d'une voix froide et précise. Mais pas à cause de sa relation avec vous. Ces évaluations de performance des 18 derniers mois ont révélé des falsifications répétées des résultats des projets, des détournements de budget marketing et des plaintes pour harcèlement au travail déposées par 3 subordonnés différents. L'enquête avait débuté il y a 6 mois, mais le moment de son licenciement était purement fortuit. L'explication était trop parfaite, trop opportune. Pourtant, Daniel se doutait que chaque mot était vrai, car Rebecca n'avait jamais menti. C'était lui qui avait bâti leur relation sur des mensonges, en se faisant passer pour quelqu'un d'autre. Je mérite pire, admit Daniel, la voix brisée. Mais je veux que tu saches que je t'aimais. Je ne t'aime toujours pas, l'interrompit Rebecca, son masque professionnel se fissurant légèrement. Parce que tu ne m'aimais pas assez pour choisir notre fille plutôt que tes ambitions. Tu ne m'aimais pas assez pour remettre en question les motivations de Victoria. Tu ne m'aimais pas assez pour me voir grelotter dans la neige avec notre nouveau-né et ressentir autre chose que du soulagement de nous voir partir. Ces mots l'avaient anéanti, mais Daniel ne pouvait pas protester car il s'était tenu sur le seuil du manoir familial, celui qu'ils avaient acheté grâce à des décennies de salaire chez Meridian Global Industries, et avait vu la sécurité emmener Rebecca de force, tandis que Victoria riait, et il n'avait rien ressenti d'autre que de l'irritation face à la lenteur du règlement de la situation. Eleanor a 6 mois maintenant, dit Rebecca en sortant son téléphone pour montrer à Daniel des photos de sa fille. Un magnifique bébé aux boucles brunes et aux yeux marrons, entouré de jouets et de soins que Daniel n'aurait jamais pu lui offrir, même avec son salaire de vice-président. Mais elle ne saura jamais que tu l'as rejetée, car je ferai en sorte qu'elle grandisse en comprenant que son père a commis une terrible erreur, mais qu'il n'était pas une mauvaise personne. La générosité de ces mots blessa profondément Daniel, car il ne méritait pas la clémence de Rebecca. Mais elle la lui offrait malgré tout, pour le bien de leur fille. « Puis-je la voir ?» demanda Daniel, l'espoir renaissant malgré l'impossibilité de la situation avant mon départ pour le Kenya. Rebecca et Edmund échangèrent un regard, mais Edmund hocha légèrement la tête, laissant à sa fille le soin de décider. Une fois, finit par dire Rebecca, mais sous surveillance, et seulement parce que je crois qu'Eleanor mérite de garder un souvenir de vous, même si ce ne sont que des photos d'un après-midi. Daniel hocha la tête, les larmes ruisselant sur ses joues. Mais il parvint à dire « Merci ». « Ne me remerciez pas », répliqua Rebecca en se levant pour indiquer que la réunion était terminée. « Parce que ce n'est pas de la gentillesse. C'est moi qui ai été meilleure que tu ne l'as été avec nous. » La descente en ascenseur lui parut une véritable descente aux enfers, mais le téléphone de Daniel vibra aussitôt. Des membres de sa famille avaient appris sa mutation. Son père exigeait des explications, sa mère pleurait à chaudes larmes à cause du scandale, ses frères et sœurs étaient complètement perdus.
Mais Daniel ne put répondre, incapable de réaliser l'ampleur de ses pertes. Le Pentouse était vide à son retour. Victoria avait emporté toutes ses affaires, ne laissant qu'un mot sur le plan de travail de la cuisine. « Tu étais censé me protéger. Au lieu de cela, tu nous as détruits tous les deux. Ne me contacte plus. » L'accusation était absurde car Daniel n'avait pas détruit Victoria. Elle s'était détruite elle-même par sa propre conduite, mais il avait cautionné son comportement en privilégiant son approbation à l'amour sincère de Rebecca. Les 3 semaines suivantes passèrent dans un tourbillon de démarches administratives. Vendre le Pentouse, entreposer les meubles, fermer les comptes bancaires. Mais le plus difficile fut d'affronter la déception et la confusion de sa famille. Car il ne comprenait pas pourquoi Edmund Thornton s'était autant investi personnellement dans la punition de Daniel. « Que as-tu fait » demanda son père lors d'un dîner de famille improvisé au manoir. Mais Daniel ne put s'expliquer sans révéler qu'il avait épousé, mis enceinte et abandonné la fille cachée d'Edmund Thornton. « J'ai fait des erreurs » dit Daniel d'une voix vague. Mais Patricia, la mère de Daniel, plissa les yeux, soupçonneuse. « Ça a un rapport avec cette fille, n'est-ce pas » demanda-t-elle d'un ton méprisant. « Celle avec qui tu étais mariée avant Victoria. »« Elle s'appelle Rebecca » murmura Daniel. Sa mère fit un geste de la main, comme pour balayer la question d'un revers de main. « Quel que soit son nom, elle t'a piégé avec une grossesse et a essayé de ruiner ta carrière. » poursuivit Patricia. Mais Daniel sentit la colère monter en lui pour la première fois depuis sa rencontre avec Edmund Thornton. « Non » l'interrompit Daniel, d'une voix plus dure que jamais face à sa mère. « Rebecca m'aimait malgré mes défauts, mais j'ai choisi ma carrière plutôt qu'elle et notre fille. Tout ce qui se passe est de ma faute, pas de la sienne. » Cette confession plongea la salle à manger dans un silence de mort, mais son jeune frère, James, le regarda avec une compréhension nouvelle. « Les rumeurs concernant la fille de Thornton » dit lentement James, reliant les éléments que Daniel n'avait pas mentionnés. On disait qu'elle avait épousé quelqu'un qui travaillait chez Meridian Global Industries, mais qu'elle avait gardé son identité secrète. « C'était toi, n'est-ce pas » Le silence de Daniel confirma ses soupçons, mais le visage de son père devint rouge de colère. « Tu as épousé la fille d'Edmund Thornton et tu ne nous l'as pas dit » hurla Richard Ross en se levant si brusquement que sa chaise bascula en arrière. « As-tu la moindre idée des liens que nous pourrions avoir ? C'est précisément pour ça qu'elle ne nous l'a pas dit. »« N'importe qui, » interrompit Daniel, comprenant soudain la décision de Rebecca. Elle voulait être aimée pour elle-même, et non pour la richesse et le pouvoir de son père. L'expression de sa mère passa de la confusion au calcul tandis qu'elle en analysait les conséquences. « Si tu es toujours marié à elle, le bébé est le petit enfant légitime d'Edmund Thornton, ce qui signifie que je n'ai aucun droit parental, » déclara Daniel sèchement, coupant court aux manœuvres de sa mère avant même qu'elles ne se concrétisent. Rebecca a utilisé son nom de famille légal à la naissance d'Eleanor. Et j'ai renoncé à mes droits en les renvoyant. Il n'y a aucun rapport de force, aucun avantage à en tirer. J'ai tout perdu parce que j'étais trop aveugle et arrogant pour reconnaître ce que je possédais. L'aveu planait, mais les expressions de déception de sa famille révélaient qu'il se souciait davantage de l'occasion manquée que du désespoir de Daniel. Seul son frère James l'aborda après le dîner, lui serrant l'épaule avec une empathie inattendue. « Je suis désolé, mec. Franchement, je pense que tu fais le bon choix en acceptant le poste au Kenya. La distance te permettra peut-être de prendre du recul. » Cette gentillesse faillit à nouveau bouleverser Daniel, mais il parvint à hocher la tête en signe de gratitude. La visite supervisée d'Eleanor eut lieu le dernier jour de Daniel à Seattle, dans un lieu neutre choisi par les avocats de Rebecca, une salle privée d'un musée pour enfants, surveillée par des agents de sécurité et une assistante sociale qui documentait chaque instant. Rebecca arriva avec Eleanor dans une poussette qui coûtait probablement plus cher que la première voiture de Daniel. Mais son visage demeura impassible tandis qu'elle soulevait leur fille et la portait vers Daniel, figée sous le poids de ses erreurs. « Dis bonjour à ton père » murmura Rebecca à Eleanor, qui gazouilla joyeusement et tendit ses petites mains potelées vers Daniel. Le fait de tenir sa fille pour la première fois brisa le peu de sang-froid qui restait à Daniel. Mais Eleanor semblait parfaitement à l'aise avec lui, ses petits doigts serrant son pouce tandis qu'elle le fixait de ses yeux bruns curieux, semblables à ceux de Rebecca. « Elle est parfaite » parvint à dire Daniel, les larmes coulant à flots.
Mais l'expression de Rebecca demeura neutre. Elle l'est, acquiesça-t-elle. Et elle grandira en sachant que sa valeur ne dépend pas de l'approbation ou du rejet d'autrui. Le message était clair. Eleanor ne connaîtrait jamais l'amour conditionnel et la manipulation qui avaient caractérisé la famille de Daniel, mais Rebecca veillerait à ce que leur fille comprenne sa valeur, malgré les échecs de son père. L'heure passa trop vite, mais Daniel prit des centaines de photos et tenta de mémoriser chaque détail du visage de sa fille, sachant qu'il pourrait s'écouler des années avant qu'il ne la revoie. « Je t'enverrai des nouvelles tous les mois », dit Rebecca en s'apprêtant à partir, sa voix s'adoucissant légèrement. « Des photos et des vidéos pour que tu puisses la voir grandir. Mais ne confonds pas cette générosité avec le pardon. Je fais ça pour Eleanor, pas pour toi. » « Je comprends, » répondit Daniel à contre-cœur en rendant sa fille à Rebecca. « Et je te suis reconnaissant pour tout ce que tu veux bien me dire. » Rebecca s'arrêta sur le seuil, l'air partagé. « Tu étais un homme bien, Daniel. Celui qui parlait de construire des villes durables et de changer le monde. Cet homme aurait pu être un père et un compagnon exceptionnels. J'espère que vous le retrouverez au Kenya. » Puis elle est partie, emportant avec elle Eleanor et la vie que Daniel avait détruite par ses propres choix. Le vol pour Nairobi a duré 23 heures, avec des escales à Londres et Amsterdam. Mais Daniel a passé la majeure partie du voyage à lire tout ce qu'il pouvait trouver sur la division humanitaire de Meridian Global Industries, le projet que Rebecca lui avait confié. La division se concentrait sur la logistique de la chaîne d'approvisionnement pour les fournitures médicales, le matériel pédagogique, les infrastructures d'eau potable et la distribution alimentaire en Afrique de l'Est, en partenariat avec les agences ONU locales et les agences gouvernementales pour atteindre les communautés que les systèmes commerciaux ignoraient. Mais le budget était relativement faible par rapport aux autres opérations de Meridian Global Industries, seulement 47 millions de dollars par an. Pourtant, en lisant des études de cas sur des villages dotés de leur premier dispensaire ou sur des écoles recevant du matériel permettant aux enfants de poursuivre leur scolarité, Daniel comprit que Rebecca ne l'avait pas simplement rétrogradé. Elle lui avait offert l'opportunité de devenir celui qu'il avait autrefois prétendu vouloir être. Le bureau de Nairobi occupait un modeste immeuble près du centre-ville, loin des tours étincelantes de Meridian Global Industries à Seattle, Londres ou Tokyo. Mais l'accueil chaleureux réservé à Daniel par le personnel local le surprit, car il s'attendait à des réactions hostiles envers un cadre américain parachuté dans leurs opérations. « Bienvenue, Monsieur Ross », dit Agnès Kamani, la directrice des opérations qui dirigeait la division Afrique de l'Est depuis 12 ans. « Madame Thornton a appelé pour nous annoncer votre arrivée. Nous sommes ravis qu'une personne possédant votre expertise en logistique nous aide à étendre notre action. » L'évocation de Rebecca a provoqué un pincement au cœur chez Daniel, mais il s'est forcé à se concentrer sur son travail. Le premier mois au Kenya a bouleversé les idées reçues de Daniel sur l'aide humanitaire. Rien n'était simple. Tout prenait plus de temps que prévu, mais l'impact a été indéniable lorsqu'il a accompagné Agnès lors d'une visite de terrain dans un village rural kényan, pour réceptionner leur première livraison de fournitures médicales via le réseau de distribution de Meridian Global Industries. « Votre entreprise s'est associée à nous », expliqua le docteur Sarah Manji, qui dirigeait une petite clinique desservant 5 villages. Avant, nous devions faire 3 heures de route pour obtenir des antibiotiques de base. Désormais, nous pouvons traiter les infections avant qu'elles ne deviennent mortelles. La gratitude dans la voix du docteur Manji était plus sincère que tous les éloges que Daniel avait pu recevoir pour avoir optimisé les marges bénéficiaires de l'entreprise. Mais il commençait à comprendre ce que Rebecca avait essayé de lui faire comprendre. Le succès, mesuré en termes de bien-être humain, avait une toute autre signification que celui mesuré par le cours des actions et les résultats trimestriels. À Nairobi, il passait ses soirées dans un modeste appartement à examiner des propositions concernant la chaîne d'approvisionnement, mais il avait aussi commencé à appeler en vidéo son frère James, devenu un allié inattendu depuis la mutation de Daniel. La famille a discuté, dit James lors d'un de leurs appels hebdomadaires. Papa est toujours en colère. Maman cherche encore des moyens de te remettre en contact avec Rebecca, mais je pense que tu fais quelque chose d'important là-bas. C'est le travail le plus dur que j'ai jamais fait, admit Daniel. Mais c'est aussi la première fois que j'ai l'impression que mon travail a une réelle importance, au-delà de simplement enrichir les riches. James hocha la tête, pensif. Rebecca savait parfaitement ce qu'elle faisait en t'envoyant là-bas, n'est-ce pas?
Elle m'a donné l'occasion de devenir quelqu'un de digne du respect de notre fille, dit Daniel en regardant la photo encadrée d'Eleanor posée sur son bureau. Mais je ne sais pas si une tentative de rédemption en Afrique peut compenser le fait de les avoir abandonnés dans la neige. La photo avait été prise lors de la visite supervisée. Eleanor souriait à quelque chose hors champ, son expression rayonnante de joie, mais Daniel se demandait si sa fille lui sourirait un jour de nouveau ainsi. Rebecca a tenu sa promesse de mise à jour mensuelle, mais les courriels étaient brefs et factuels. Les étapes du développement d'Eleanor. Des photos d'elle apprenant à ramper puis à marcher. Des vidéos de ses premiers mots, mais aucun message personnel sur la vie ou les sentiments de Rebecca. Daniel répondait à chaque courriel avec gratitude et donnait des nouvelles de son travail au Kenya. Il espérait ainsi montrer par des actes plutôt que par des paroles qu'il changeait, mais il n'a jamais demandé plus que ce que Rebecca était prête à donner. 6 mois après son arrivée au Kenya, Daniel reçut un courriel inattendu d'Edmund Thornton en personne. Vos évaluations de performance d'Agnès Kamani sont exceptionnelles. Vous avez augmenté l'efficacité de la distribution de 34% tout en réduisant les coûts de 18%, ce qui nous a permis d'étendre nos services à 3 régions supplémentaires. Bravo, E.T. Ces éloges auraient dû faire plaisir, mais la réaction de Daniel était complexe. Il réussissait d'une manière qui aurait sans doute impressionné Rebecca 4 ans plus tôt. Mais il lui avait fallu tout perdre avant d'être prêt à s'investir dans un projet plus significatif. Le travail primait sur le développement de l'entreprise. 1 an après sa prise de fonction, Daniel examinait des propositions visant à étendre les opérations humanitaires de Meridian Global Industries au Soudan du Sud lorsqu'Agnès frappa à la porte de son bureau avec une urgence inhabituelle. « Nous avons un problème », dit Agnès d'un ton grave. Une crise des réfugiés se développe près de la frontière ougandaise, mais nous n'avons pas l'autorisation de réacheminer les fournitures médicales d'urgence en dehors de notre réseau de distribution habituel. Daniel se mit aussitôt à calculer la logistique. Il pourrait mobiliser les fournitures en 12 heures en utilisant les stocks existants destinés aux distributions régulières. Mais tout écart par rapport aux plans approuvés pourrait entraîner son licenciement, d'autant plus qu'il était encore en période d'essai. « Combien de personnes ont besoin d'aide ?» demanda Daniel. Mais l'expression d'Agnès lui fit comprendre que la réponse serait terrible. Selon des estimations prudentes, 15 000 réfugiés fuient le conflit. Mais le centre de secours de l'ONU le plus proche est à 3 jours de route, expliqua Agnès en consultant des cartes sur sa tablette. Nous pourrions fournir du matériel médical d'urgence et des équipements de purification d'eau qui pourraient sauver des centaines de vies, mais il nous faudrait l'approbation de la direction pour débloquer ces ressources. Daniel fixait les cartes, confronté au même choix qui avait façonné sa vie. Respecter les règles et protéger sa carrière, ou enfreindre le protocole pour aider des personnes en grande difficulté. Mais cette fois, le choix était évident. Contacter notre entrepôt et commencer à charger les fournitures, dit Daniel, rédigeant déjà un courriel à Edmund Thornton pour lui expliquer sa décision. J'assumerai l'entière responsabilité si Meridian Global Industries désapprouve, mais nous n'allons pas laisser des gens mourir par peur d'être licenciés. Agnès approuva d'un sourire. Madame Thornton ajouta, « Avant, vous aviez à cœur de faire la différence. Je pense qu'elle serait fière de cette décision. » L'intervention d'urgence a permis de sauver environ 400 vies, selon les premiers rapports des organisations humanitaires. Mais le déploiement non autorisé de ressources par Daniel le plaçait en violation flagrante du règlement intérieur de l'entreprise. Il attendit avec anxiété la réponse d'Edmund Thornton pendant 3 jours. Lorsque le courriel arriva enfin, il ne contenait qu'une seule phrase, « Initiative approuvée. Augmentation rétroactive de votre budget de fonctionnement de 12 millions de dollars pour faire face à des situations similaires. Votre période probatoire est levée immédiatement. » Daniel lut le message 3 fois, mais le message était clair. Il avait été mis à l'épreuve une fois de plus, et cette fois, il avait fait le bon choix. Ce soir-là, il reçut un appel vidéo inattendu de Rebecca, leur premier contact personnel depuis plus d'1 an. Mais son expression était complexe lorsqu'elle apparut à l'écran. « J'ai entendu parler de la crise des réfugiés, » dit Rebecca sans préambule. « Et je voulais que tu saches que c'est exactement le genre de décision que j'ai toujours espéré que tu prendrais. » La gorge de Daniel se serra, mais il parvint à répondre. « J'essaie de devenir quelqu'un dont Eleanor pourrait être fière, même si elle ne me connaîtra jamais. »
L'expression de Rebecca s'adoucit légèrement. Elle te connaîtra, Daniel. Je tiens un journal pour elle, où je raconte ton travail au Kenya, les villages que tu as aidés, les vies que tu as sauvées. Quand elle sera en âge de comprendre, elle saura que son père a tiré des leçons de ses erreurs et qu'il est devenu quelqu'un qui a contribué à rendre le monde meilleur. La générosité de ce geste a profondément touché Daniel. Mais avant qu'il ne puisse répondre, Rebecca tourna son appareil photo vers Eleanor, âgée de 18 mois, qui jouait avec des blocs de construction sur un tapis coûteux dans ce qui semblait être une chambre d'enfant décorée par des professionnels. « Eleanor, regarde qui est à l'écran », dit doucement Rebecca en pointant l'appareil photo. « C'est papa. » Eleanor leva les yeux, l'air curieux, puis elle sourit, reconnaissant les photos de Daniel qu'on lui montrait régulièrement, et elle agita sa petite main potelée vers l'appareil photo. « Papa !» Ce moment brisa complètement Daniel, mais l'expression de Rebecca montra qu'elle comprenait. Ses larmes étaient un mélange de chagrin et de gratitude. « Je te laisse lui dire bonne nuit, » dit Rebecca. « Mais Daniel, je dois te dire que je vois quelqu'un. » L'annonce fut plus difficile à entendre que Daniel ne l'avait imaginé, mais il se força à hocher la tête calmement. Il s'appelle Marcus Williams. Il est chirurgien pédiatrique à l'hôpital pour enfants de Seattle, poursuivit Rebecca d'une voix douce mais ferme. Nous nous sommes rencontrés grâce à l'une des fondations caritatives de mon père. Il est gentil avec Eleanor et il me rend heureuse comme je ne l'avais jamais cru possible. Daniel déglutit difficilement, mais parvint à dire « Je suis content que tu sois heureuse. Tu mérites quelqu'un qui reconnaisse ta valeur sans avoir besoin de te perdre d'abord. » Les yeux de Rebecca brillèrent légèrement, mais elle garda son sang-froid. « Merci de dire ça. Je ne savais pas comment tu réagirais. » « Je n'avais plus le droit de m'y opposer quand je t'ai mise à la porte, » répondit Daniel. « Mais j'espère que Marcus comprend la chance qu'il a. » Ils passèrent 10 minutes avec Eleanor. Daniel faisait des grimaces qui faisaient rire sa fille aux éclats. Mais une fois l'appel terminé, Daniel resta seul dans son appartement de Nairobi, pleurant la famille qu'il avait détruite et la vie qu'il ne pourrait jamais retrouver. Les 2 années suivantes furent marquées par son engagement total dans la logistique humanitaire, un engagement qui lui valut d'être reconnu au sein des opérations caritatives de Meridian Global Industries. Mais sa vie personnelle restait vide, hormis des appels vidéo mensuels avec Eleanor et quelques nouvelles occasionnelles de Rebecca sur le développement de sa fille. La fête du 3e anniversaire d'Eleanor a eu lieu sans lui, mais Rebecca a envoyé des photos de la célébration dans la propriété privée d'Edmund Thornton. Une garden party avec des dizaines d'enfants, des artistes et une décoration somptueuse, comme seul l'argent peut en offrir. Mais le sourire d'Eleanor sur chaque photo laissait deviner un bonheur sincère. Marcus Williams apparaissait sur plusieurs clichés, souriant à l'aise aux côtés de Rebecca, tandis qu'Eleanor lui serrait la jambe. Daniel devait se résoudre à l'idée que sa fille tissait des liens avec l'homme qui avait pris la place du père qu'il avait abandonné. Elle l'appelle oncle Marcus, expliqua Rebecca lors de leur appel mensuel. Mais elle sait que tu es son père. On regarde des photos de toi tous les soirs avant de dormir, et elle sait que papa travaille en Afrique pour aider les gens. Cette explication aurait dû le rassurer, mais Daniel ne parvenait pas à se débarrasser de la crainte qu'Eleanor finisse par l'oublier complètement, remplacée à tous les égards par Marcus. Son travail en Afrique de l'Est prit une ampleur considérable lorsqu'Edmund Thornton approuva une initiative de 67 millions de dollars visant à développer des infrastructures hydrauliques durables dans les zones rurales du Kenya, de l'Ouganda et de la Tanzanie, confiant ainsi à Daniel la direction du plus important projet humanitaire de l'histoire de Meridian Global Industries. Mais sa réussite professionnelle ne fit que souligner le vide qui régnait dans sa vie personnelle. « Tu devrais sortir avec quelqu'un », suggéra Agnès lors d'un dîner d'équipe célébrant la fin de la première phase de leur projet d'infrastructure hydraulique. « Tu es un homme bien qui accomplit un travail important, mais tu ne peux pas te punir éternellement pour des erreurs passées. »« Je ne me punis pas », protesta Daniel. Mais l'air sceptique d'Agnès laissait entendre qu'elle ne le croyait pas. « Tu es seul dans un pays étranger, tu travailles 70 heures par semaine et tes seules relations personnelles se limitent à des appels vidéo avec ta fille élevée par un autre homme, dit Agnès sans détour. C'est soit du dévouement, soit une pénitence, mais je penche plutôt pour la seconde option. » Cette remarque le blessa profondément, car elle était juste. Mais Daniel ne pouvait s'imaginer avec personne d'autre que Rebecca, et elle avait refait sa vie avec quelqu'un qui la méritait comme il ne l'avait jamais fait.
Après 3 ans et demi de mission au Kenya, Daniel reçut un message inattendu d'Edmund Thornton lui demandant une visioconférence. Sa première pensée fut qu'il était arrivé quelque chose à Rebecca ou Eleanor. Monsieur Ross, dit Edmund lorsque son visage apparut à l'écran, son expression indéchiffrable. Je vous appelle pour discuter de votre avenir chez Meridian Global Industries. Daniel sentit son estomac se nouer, mais il attendit en silence qu'Edmund poursuive. Votre travail en Afrique de l'Est a dépassé toutes nos espérances, continua Edmund. Vous avez transformé notre division humanitaire, qui était une modeste œuvre de charité, en un modèle de responsabilité sociale d'entreprise que d'autres organisations étudient et tentent de reproduire. Mais je crains que tu ne te caches au Kenya au lieu de te construire une vraie vie. L'accusation était d'une justesse troublante, mais Daniel ne savait pas comment réagir. Rebecca m'a demandé de prendre de tes nouvelles, admit Edmund, sa voix s'adoucissant légèrement. Elle s'inquiète que tu utilises le travail pour éviter d'affronter ta culpabilité et ton chagrin. Elle pense que tu devrais rentrer. Rentrer à Seattle, demanda Daniel, partagé entre espoir et crainte. Rentrer pour affronter ce que tu fuis, précisa Edmund. Ta famille, ta fille et l'homme qui s'apprête à demander Rebecca en mariage. Ce dernier détail lui transperça le cœur, mais Edmund garda le visage impassible. Marcus Williams m'a demandé la permission d'épouser ma fille, expliqua Edmund. J'apprécie le geste traditionnel, mais la décision finale revient à Rebecca. Elle ne la prendra pas tant que tu seras prisonnier du passé. Que veut-elle de moi ? Demanda Daniel, partagé entre confusion et douleur. Il faut tourner la page, dit simplement Edmund, pour vous deux. Elle a besoin de savoir que tu as vraiment changé et que tu soutiens son bonheur, même si ce bonheur ne te comprend pas. Et tu dois voir ta fille comme plus qu'une simple photo et comprendre ce que tu as réellement perdu. Cette proposition était bouleversante, mais Daniel en reconnut la sagesse. Quand dois-je venir ? Demanda Daniel à voix basse. Le mois prochain, répondit Edmund. Pour l'anniversaire de Rebecca. Elle aura 32 ans et elle souhaite qu'Eleanor ait ses deux parents présents à la fête, même s'ils ne sont plus ensemble. L'ironie de la situation n'échappa pas à Daniel. L'anniversaire de Rebecca avait lieu exactement 4 ans après la nuit où il l'avait chassée dans la neige, mais elle l'invitait à partager son bonheur au lieu de l'exclure par vengeance. Je serai là, promit Daniel. Et merci de me donner l'occasion de faire ce qui est juste, même si c'est 4 ans trop tard. L'expression d'Edmund devint presque paternelle. Tu n'es plus l'homme que Rebecca a épousé, Daniel. La question est de savoir si tu es devenu digne de son respect, sinon de son amour. Le vol de Nairobi à Seattle lui parut plus long que le voyage initial, 4 ans auparavant. Mais Daniel mit ce temps à profit pour se préparer mentalement à affronter tout ce qu'il avait évité. Sa famille, ses échecs et la réalité que Rebecca avait construit une belle vie sans lui. Son frère James l'attendait à l'aéroport. Leur relation s'était renforcée au fil de 4 années d'appels vidéo hebdomadaires. Mais l'expression de James était compatissante tandis qu'il se dirigeait vers le centre-ville de Seattle. « Je te préviens, dit James. Ça va être bizarre dans la famille. Maman rêve de te revoir avec Rebecca depuis qu'elle a découvert sa véritable identité. Mais papa est toujours en colère que tu aies gâché cette occasion. Et Michel et les autres sont complètement perdus. Comment va ton travail ? Demanda Daniel, changeant délibérément de sujet. Mais James sourit. J'ai été promu directeur de l'innovation technologique l'année dernière, dit-il fièrement. J'ai surtout appris de tes erreurs. Je me concentre sur un travail qui a du sens plutôt que de simplement gravir les échelons. La fierté que Daniel éprouvait pour son frère était sincère, mais mêlée de regret de ne pas lui avoir donné un meilleur exemple plus tôt. L'hôtel où logeait Daniel était modeste comparé aux pentouses qu'il avait autrefois partagées avec Victoria, mais cette simplicité lui semblait bien correspondre à l'homme qu'il était devenu ces 4 dernières années. La fête d'anniversaire de Rebecca était prévue le lendemain soir dans la propriété privée d'Edmund Thornton, dans les îles San Juan. Il fallait donc prendre l'hydravion, ce qui laisserait à Daniel le temps de se préparer mentalement. Mais rien ne pouvait vraiment le préparer à revoir Rebecca et Eleanor en personne après tant d'années. La propriété Thornton était époustouflante. Un chef-d'œuvre d'architecture moderne, construit à flanc de falaise et surplombant l'océan Pacifique, avec des parois de verre qui semblaient estomper la frontière entre confort intérieur et beauté naturelle.
Mais l'attention de Daniel se fixa sur la réunion de famille que l'on apercevait à travers les murs. Rebecca se tenait sur une terrasse, vêtue d'une simple robe bleue qui soulignait sa beauté naturelle. Mais elle riait d'une remarque de Marcus Williams, sa main posée nonchalamment sur son bras, signe d'une affection et d'une confiance sincère. Marcus était tout le contraire de Daniel. Grand, là où Daniel était de taille moyenne, sûr de lui d'une manière décontractée, contrairement à l'ambition anxieuse de Daniel. Mais surtout, Marcus regardait Rebecca avec une adoration sans retenue qui laissait deviner qu'il n'en revenait pas de l'avoir retrouvée. Eleanor traversait la terrasse en courant après un chiot Golden Retriever, ses boucles brunes rebondissant tandis qu'elle poussait des cris de joie typiques des enfants de 4 ans. Mais elle était tellement plus grande que la petite fille dont Daniel se souvenait des appels vidéo qu'il eut du mal à reconnaître sa propre fille. « Tu peux entrer », dit Edmund. Derrière Daniel, sa présence était inattendue mais bienvenue. Rebecca t'attendait. Daniel prit une profonde inspiration et franchit les portes vitrées. Mais Eleanor l'aperçut la première et s'immobilisa, l'air curieux mais incertain. « Papa », dit-elle timidement. Ce mot lui était pourtant familier grâce aux photos et aux récits, mais paraissait étrange lorsqu'il était appliqué à l'homme qui se tenait devant elle. « Salut, ma chérie », dit Daniel en s'agenouillant à la hauteur d'Eleanor, la voix légèrement brisée. « Quel bonheur de te voir enfin en personne. » Eleanor s'approcha prudemment, puis se jeta dans les bras de Daniel avec la confiance d'une enfant à qui l'on avait appris que son père était un être sûr et aimant, même s'il était physiquement absent. L'étreinte bouleversa Daniel, mais il serra sa fille contre lui tandis que les larmes ruisselaient sur son visage, comprenant enfin l'ampleur de ce qu'il avait gâché 4 ans plus tôt. « Tu pleures », remarqua Eleanor avec la franchise d'une enfant de 4 ans, en caressant doucement le visage de Daniel. « Tu es triste. »« Non, ma chérie, » parvint à dire Daniel. « Je suis heureux de pouvoir te serrer dans mes bras. » Rebecca s'était approchée en silence, mais ses yeux brillaient de 1000 feux en voyant le père et la fille réunis pour la première fois depuis des années. « Elle est surexcitée depuis une semaine, » dit Rebecca d'une voix douce. « Je lui ai montré des photos et je lui ai dit que tu serais là, mais je crois que te voir en vrai, c'est différent. »« Merci, » dit Daniel en levant les yeux vers Rebecca, tout en tenant toujours Eleanor dans ses bras. « Je ne mérite pas votre générosité. »« Vous êtes son père, » répondit simplement Rebecca. « Et peu importe notre passé, Eleanor mérite de vous connaître. » Marcus Williams s'approcha avec l'assurance décontractée de quelqu'un qui n'a rien à prouver, mais sa poignée de main était ferme et son expression amicale lorsqu'il se présenta. « Daniel, ravi de vous rencontrer enfin, » dit Marcus. « Rebecca m'a beaucoup parlé de votre travail au Kenya. Il semble que vous y accomplissiez des choses extraordinaires. » La gentillesse dans la voix de Marcus était sincère, mais Daniel comprit qu'il s'agissait de la magnanimité d'un homme qui avait déjà gagné et pouvait se permettre d'être clément envers celui qui avait perdu. « Merci, » répondit Daniel. « Et félicitations pour tout. » Cette phrase vague englobait la relation de Marcus avec Rebecca, son lien évident avec Eleanor et la demande en mariage que tous pressentaient, mais Marcus eut la délicatesse d'acquiescer d'un simple signe de tête. La fête d'anniversaire se poursuivit, Daniel restant à l'écart, reconnaissant d'être invité, mais douloureusement conscient d'être un simple convive à une fête célébrant une vie qui n'était plus la sienne. Edmund Thornton apportait un toast à sa fille, louant son intelligence, sa compassion et sa force. Il a également évoqué la présence de Daniel. Il y a 4 ans, Rebecca a fait des choix difficiles qui ont révélé sa personnalité et ont forcé les autres à se remettre en question. Ce soir, nous célébrons non seulement son anniversaire, mais aussi sa sagesse d'avoir bâti une vie entourée de personnes qui reconnaissent sa valeur. Le toast était diplomatique, mais le message était clair. Daniel avait échoué, mais Rebecca avait tourné la page et trouvé des gens qui l'appréciaient à sa juste valeur. Plus tard dans la soirée, Rebecca entraîna Daniel à l'écart, dans un coin tranquille de la terrasse, où il pourrait parler en privé tout en gardant Eleanor à l'œil. « Il faut que je te dise quelque chose, » dit Rebecca d'un ton grave. « Marcus va me demander en mariage le mois prochain. Je voulais que tu l'apprennes de ma bouche en premier. » Daniel savait que ce moment arriverait, mais entendre cette confirmation lui donnait l'impression de perdre Rebecca une nouvelle fois. « Tu vas dire oui ?» demanda Daniel, même s'il connaissait déjà la réponse. « Oui », confirma Rebecca. « Parce que Marcus est tout ce dont j'ai besoin. » Présent, honnête et prêt à faire passer Eleanor et moi avant tout.
sans avoir besoin de nous perdre pour comprendre notre valeur. La comparaison avec les échecs de Daniel était implicite, mais dévastatrice. Je suis heureux pour toi, dit Daniel, sincère malgré la douleur. Tu mérites quelqu'un qui t'apprécie depuis le début. Le visage de Rebecca s'adoucit. Tu as changé, Daniel. L'homme qui a quitté son travail humanitaire pour traverser la moitié du globe afin de fêter l'anniversaire de sa fille n'est plus le même que celui qui nous a mis à la porte il y a 4 ans. Mais le changement n'efface pas l'histoire. Et j'ai construit une vie avec quelqu'un qui était là quand j'avais besoin de lui. Je sais, répondit Daniel. Et je ne demande pas une autre chance. Je voulais simplement que tu saches que te perdre, toi et Eleanor, a été la pire erreur de ma vie. Mais cela m'a appris ce qui compte vraiment. Le travail que je fais au Kenya, aider les communautés à accéder aux soins médicaux et à l'eau potable. C'est la personne que j'aurais dû être quand nous étions ensemble. C'est précisément de lui que je suis tombée amoureuse, dit Rebecca d'une voix douce. Le type idéaliste du café qui parlait de vouloir changer les choses. Je suis heureuse que tu l'aies retrouvé, même s'il a fallu tout perdre pour le redécouvrir. Ils restèrent là, dans un silence paisible, à observer Eleanor jouer avec Marcus et le chiot. Cette scène représentait une famille que Daniel pouvait observer sans jamais pouvoir vraiment en faire partie. Puis-je te poser une question ? Finit par demander Daniel. Quand tu me faisais passer l'examen il y a 4 ans, as-tu seulement pensé que je pourrais réussir ? Rebecca réfléchit un instant. Je l'espérais. Je croyais que la personne dont j'étais tombée amoureuse était toujours là, enfouie sous l'ambition et la pression familiale. Mais quand tu as choisi Victoria et une promotion plutôt que le premier souffle de notre fille, j'ai compris que je m'étais trompée sur qui tu étais devenue. Tu n'avais pas tort, corrigea doucement Daniel. Cette personne était toujours en moi. J'avais juste besoin de tout perdre pour la retrouver. Rebecca sourit tristement. Le drame, c'est que si tu l'avais retrouvée il y a 4 ans, nous serions une famille, et non de simples coparents. La vérité de ces mots planait entre eux. Mais la voix d'Eleanor, qui l'appelait « Papa, viens jouer », interrompit leur conversation, et Daniel fut reconnaissant de cette occasion de s'évader de son tumulte émotionnel. Il passa le reste de la soirée à jouer avec sa fille, créant des souvenirs qu'il chérirait durant les longs mois passés au Kenya. Mais ce bonheur était teinté d'amertume, car il empruntait du temps avec Eleanor plutôt que de partager son quotidien. Alors que les festivités touchaient à leur fin et que les invités commençaient à partir en hydravion, Edmund Thornton prit Daniel à part pour une conversation privée dans son bureau, une pièce remplie de livres, d'œuvres d'art et de photographies retraçant l'enfance de Rebecca et que Daniel n'avait jamais eu le droit de voir. « Tu as bien géré la journée », remarqua Edmund en lui versant 2 verres de bourbon. « Mais je souhaite aborder la question de votre relation à long terme avec Eleanor. » Daniel accepta le verre, mais attendit nerveusement qu'Edmund poursuive. « Marcus est un homme bien et sera un excellent beau-père, » déclara Edmund sans ambages. « Mais vous êtes le père biologique d'Eleanor, et elle mérite une relation authentique avec vous. Cependant, vous ne pouvez pas construire cette relation depuis le Kenya. » L'implication était claire, mais Daniel avait besoin de précision. « Vous me demandez de retourner à Seattle. »« Je vous offre un choix, » corrigea Edmund. « Vous pouvez soit poursuivre l'excellent travail que vous accomplissez en Afrique de l'Est, soit accepter une promotion au poste de directeur principal des opérations humanitaires mondiales, basé ici à Seattle, où vous superviserez toutes les initiatives caritatives de Meridian Global Industries à travers le monde. » L'offre était alléchante, une promotion exceptionnelle qui permettrait à Daniel de rentrer à la maison, tout en reconnaissant son évolution professionnelle. Mais l'accepter signifiait voir Rebecca épouser Marcus et Eleanor appeler un autre homme, papa, en toutes circonstances. « Pourquoi me proposez-vous cela ?» demanda Daniel, méfiant face à une générosité qu'il ne méritait pas. « Parce que Rebecca me l'a demandé, » répondit Edmund. « Elle pense qu'Eleanor a besoin de la présence régulière de son père et elle est convaincue que tu as suffisamment changé pour supporter de la voir heureuse avec un autre. » La seconde raison fut plus douloureuse que la première, car elle révélait la confiance que Rebecca avait en Daniel, malgré tout ce qu'il avait fait pour la trahir. « J'accepte le poste, » dit Daniel sans hésiter. « Mais je tiens à préciser que je ne le fais pas pour nuire à la relation entre Rebecca et Marcus. Je le fais parce qu'être le père d'Eleanor est plus important que de me protéger des douloureux souvenirs de mes erreurs. » Edmund approuva d'un signe de tête. «
C'est la bonne réponse. Vous commencerez dans 3 mois, ce qui vous laisse le temps de gérer vos responsabilités au Kenya et de vous installer. Ce calendrier prévoyait le retour de Daniel à Seattle peu après le mariage de Rebecca avec Marcus, mais ce choix semblait délibéré. Edmund souhaitait que Daniel accepte le nouveau mariage de Rebecca avant de reprendre une place active dans la vie d'Eleanor. La conversation s'acheva par la présentation, par Edmund, de photos de l'enfance de Rebecca à Daniel, fête d'anniversaire, pièces de théâtre scolaire, vacances avec sa mère avant le décès de Catherine Mitchell, alors que Rebecca avait 16 ans. Chaque image révélait une jeune fille aimée et protégée malgré l'immense fortune et le pouvoir de son père. Elle a choisi de t'épouser sans révéler son identité car elle voulait savoir si tu l'aimerais pour ce qu'elle est, expliqua Edmund en montrant une photo de Rebecca adolescente faisant du bénévolat dans un refuge pour sans-abri. Mais elle voulait aussi. Pour voir si, face à l'épreuve, vous privilégieriez le caractère à la facilité. Vous avez échoué lamentablement, mais le fait que vous soyez là aujourd'hui, à la soutenir malgré votre souffrance, laisse penser que vous avez retenu la leçon. Le vol retour vers le Kenya, le lendemain matin, avait une toute autre saveur. Daniel rentrait pour mener à bien un projet, et non pour fuir ses échecs. Mais les 3 mois passèrent vite, car il forma son successeur et documenta méthodiquement 4 années d'amélioration opérationnelle et de relations qu'il avait tissées en Afrique de l'Est. Agnès Kamani organisa une fête d'adieu en présence de dizaines de partenaires locaux, de représentants d'ONG et de responsables communautaires dont la vie avait été améliorée par l'action humanitaire de Meridian Global Industries sous la direction de Daniel. Mais les discours louant son impact lui semblaient irréels, car il se voyait toujours comme celui qui avait jadis abandonné sa femme enceinte dans la neige. « Tu es arrivé ici brisé, » dit Agnès lors de son toast. « Mais toi, que cette épreuve te rende plus fort plutôt qu'amer. Les villages que tu as aidés se souviendront de toi pendant des générations. » Les éloges étaient généreux, mais Daniel connaissait la vérité. Il n'était pas venu au Kenya pour aider les autres. Il y avait été envoyé en guise de punition et n'avait découvert que progressivement qu'un travail utile pouvait lui apporter une rédemption qu'il ne méritait pas. Son retour à Seattle coïncida avec l'installation de Daniel dans leur nouveau bureau au siège de Meridian Global Industries, à l'étage juste en dessous de celui du service humanitaire de Rebecca, une disposition qui semblait conçue pour les contraindre à des interactions professionnelles régulières. « Bienvenue chez vous », dit Rebecca lors de leur première rencontre officielle. Son ton était professionnel mais chaleureux. « Je me réjouis de travailler avec vous au développement de nos initiatives internationales. » Marcus avait fait sa demande en mariage lors de vacances à Hawaï, mais Rebecca portait sa bague de fiançailles avec désinvolture, sans aucune ostentation, ce qui aurait pu laisser penser qu'elle cherchait à affirmer son pouvoir. Daniel appréciait sa discrétion. « Félicitations pour vos fiançailles, » dit Daniel d'un ton formel. « Avez-vous fixé une date ? » « Au printemps prochain, » répondit Rebecca. « Une petite cérémonie dans la propriété de mon père. Eleanor sera demoiselle d'honneur. » L'évocation d'Eleanor rappela à Daniel que sa fille était la véritable raison de son retour. Mais Rebecca avait anticipé sa question. « Elle est ravie de votre retour, » dit-elle en consultant son calendrier. « J'ai organisé des rencontres tous les samedis avec toi. Au début, ce sera supervisé, mais on pourra adapter les choses selon l'évolution de la situation. » Cette supervision le piquait un peu, mais Daniel comprenait la prudence de Rebecca. Il avait déjà abandonné Eleanor, et il lui faudrait du temps pour regagner sa confiance. Le premier samedi avec Eleanor comprenait une visite à l'aquarium de Seattle, et Daniel était aussi nerveux qu'un adolescent à son premier rendez-vous. Mais l'enthousiasme de sa fille dissipa son anxiété en quelques minutes. « Papa, regarde la pieuvre !» s'écria Eleanor en collant son visage contre la vitre. « Elle a 8 tentacules. » La joie pure dans la voix d'Eleanor rappela à Daniel tout ce qu'il avait manqué pendant ces 4 premières années. Mais plutôt que de s'attarder sur les regrets, il s'efforça de savourer pleinement chaque instant passé ensemble. Rebecca avait demandé à une amie de la famille de superviser la visite. Mais cette femme, une dame âgée nommée Margaret, qui connaissait apparemment Catherine Mitchell, passa le plus clair de son temps à lire sur un banc pendant que Daniel et Eleanor exploraient l'aquarium ensemble. « Ta maman dit que tu aimes les poissons, » dit Daniel en observant Eleanor, fasciné, contempler un banc de saumons argentés. « J'aime tous les animaux, » corrigea Eleanor d'un ton sérieux. « Mais les poissons sont spéciaux parce qu'ils peuvent respirer sous l'eau,
et oncle Marcus dit que c'est comme avoir un super pouvoir. L'évocation désinvolte de Marcus était pénible mais prévisible, et Daniel se força à répondre positivement. Oncle Marcus a raison. Et toi, quel est ton animal préféré? Les éléphants, déclara Eleanor. Passons à l'enclos suivant. Car ils sont grands et forts, mais aussi doux, et ils se souviennent de leur famille pour toujours, même lorsqu'ils sont séparés. Le choix de l'animal préféré avait une dimension symbolique douloureuse. Mais Daniel se demandait si Rebecca avait délibérément parlé à Eleanor de la mémoire des éléphants et des liens familiaux pour expliquer l'absence de son père. L'après-midi passa trop vite, mais tandis que Daniel ramenait Eleanor à Rebecca au point de rendez-vous convenu, sa fille le serra fort dans ses bras et murmura « On peut aller au zoo la prochaine fois? Il y a de vrais éléphants. » Bien sûr, promit Daniel, le cœur débordant d'amour et de gratitude. Je t'emmènerai partout où tu voudras. Rebecca observa la scène, son expression indéchiffrable pour Daniel, mais elle lui envoya ensuite un message. Elle n'arrêtait pas de parler de l'aquarium. Merci d'avoir rendu cette journée si spéciale. Ce simple geste lui apporta une petite victoire. Daniel apprenait que la confiance se reconstruisait par de petites victoires successives, et non par de grands gestes. Son travail chez Meridian Global Industries a prospéré grâce à l'application des leçons tirées de son expérience au Kenya à des initiatives humanitaires à travers le monde. Mais sa véritable réussite résidait dans le fait de voir Eleanor tous les samedis et de devenir peu à peu une présence régulière dans la vie de sa fille. 6 mois après son retour à Seattle, Daniel a assisté à la fête du 5e anniversaire d'Eleanor, cette fois-ci dans une salle de jeu pour enfants classique plutôt que dans la propriété d'Edmund Thornton. Mais l'atmosphère détendue laissait entendre que Rebecca acceptait peu à peu Daniel comme un membre à part entière de la vie d'Eleanor, et non plus comme un invité de marque. Marcus était présent, à l'aise et sûr de lui, mais il tenait à inclure Daniel dans les conversations et les activités, au lieu de l'exclure. Et Daniel appréciait cette maturité, même si elle mettait en lumière sa propre mesquinerie passée. « Elle parle de toi sans arrêt », dit Marcus lors d'un moment de calme pendant qu'Eleanor jouait avec ses amis. Les sorties au zoo, les visites au musée, les histoires que tu lui racontes sur le Kenya. Tu te débrouilles super bien. Ce compliment, venant de celui qui allait épouser Rebecca, aurait dû paraître condescendant, mais la sincérité de Marcus était indéniable. Merci, répondit Daniel. Et merci à toi aussi d'être si gentil avec eux deux. Rebecca mérite quelqu'un qui l'apprécie. Marcus sourit. C'est vrai. Et pour ce que ça vaut, je trouve que ce que tu fais, en contribuant à son bonheur, même si cela te coûte, est l'un des actes les plus altruistes que j'ai jamais vus. Eleanor a de la chance de t'avoir comme père. Cette conversation a marqué un tournant, car Daniel a compris qu'il pouvait soit passer sa vie à en vouloir à Marcus d'avoir obtenu ce qu'il avait perdu, soit apprécier Marcus pour être le partenaire que Rebecca méritait et la figure paternelle dont Eleanor avait besoin. Le mariage de Rebecca a eu lieu par une magnifique matinée de printemps au domaine de Thornton, où les cerisiers en fleurs formaient une voûte rose au-dessus de la cérémonie en plein air, était magnifique. Daniel n'avait cependant pas été invité, sa présence ayant été jugée gênante malgré tous les efforts de courtoisie. Il passa donc la journée de mariage avec Eleanor au zoo, une demande de Rebecca pour que sa fille ne soit pas partagée entre la joie du mariage de sa mère et l'absence de son père. « Maman ressemble à une princesse », dit Eleanor en montrant à Daniel des photos que Rebecca lui avait envoyées des préparatifs du matin. Mais elle a ajouté qu'elle aimerait que tu sois heureux toi aussi aujourd'hui. Le message était, comme toujours, plein de délicatesse, et Daniel lui répondit par SMS. « Je suis heureux parce que tu es heureuse et parce qu'Eleanor a la chance d'avoir son oncle Marcus dans sa famille. Félicitations à vous deux. » Rebecca a répondu quelques heures après la cérémonie. « Merci beaucoup. Cela me touche énormément. » Les mois qui ont suivi le mariage ont apporté leur lot de changements. Rebecca, Marcus et Eleanor formaient désormais une famille, mais les visites de Daniel le samedi se sont poursuivies comme d'habitude. Peu à peu, Eleanor a commencé à demander si elle pouvait passer quelques week-ends chez Daniel. Elle veut connaître le quotidien de son père, expliqua Rebecca en autorisant la première nuitée. Mais Daniel, je dois être sûre que tu es prêt à assumer cette responsabilité. Je suis prêt depuis sa naissance, répondit Daniel. Mais j'étais trop aveugle pour le voir. Je ne referai plus cette erreur. La première nuit d'Eleanor chez Daniel,
dans son modeste 2 pièces, fut à la fois terrifiante et merveilleuse. Mais la joie de sa fille d'avoir sa propre chambre décorée par ses soins laissait penser qu'elle se sentait en sécurité et aimée dans ses 2 foyers. « C'est la maison de papa », annonça Éléanore à son éléphant en peluche préféré. « Et la maison de maman et Marcus, c'est ma 2e maison. Mais j'habite aux 2 endroits parce que j'ai 2 familles qui m'aiment. » L'explication de la fillette de 5 ans révéla le travail minutieux de Rebecca, qui avait permis à Éléanore de comprendre sa structure familiale atypique sans se sentir tiraillée entre 2 foyers. Mais cela révéla aussi la résilience et la générosité d'Éléanore. 2 ans après le retour de Daniel à Seattle, il reçut une invitation inattendue à dîner chez Rebecca et Marcus. Non pas un simple échange de bons procédés, mais un véritable dîner convivial où Daniel fut accueilli comme un membre de la famille, et non comme une obligation. « Nous voulions te parler de quelque chose », dit Rebecca après qu'Éléanore ait été couchée. Son expression était grave, mais sans méchanceté. « Marcus et moi attendons un bébé. » L'annonce fit naître chez Daniel des émotions complexes, de la joie pour Rebecca, du chagrin pour la famille qu'il avait détruite, mais aussi une joie sincère à l'idée qu'Éléanore ait un petit frère ou une petite sœur. « Félicitations », dit Daniel d'une voix étranglée. « Éléanore sera une grande sœur formidable. » « Nous voulions que tu l'entendes de notre bouche avant de l'annoncer à Éléanore, » expliqua Marcus, « car nous savons que cela risque d'être difficile pour toi. Mais nous voulons aussi que tu saches que cela ne change rien à la place d'Éléanore dans notre famille, ni à la tienne dans sa vie. » Ces paroles rassurantes étaient bienveillantes, mais Daniel se demandait si Marcus comprenait à quel point il l'avait complètement remplacé, à tous les égards. Époux de Rebecca, figure paternelle pour Éléanore, et désormais père biologique des frères et sœurs avec lesquels Éléanore allait grandir. « Puis-je te poser une question ?» demanda Daniel en regardant Marcus droit dans les yeux. « As-tu parfois du mal à accepter qu'Éléanore ne soit pas ta fille biologique ?» Marcus réfléchit sérieusement à la question. « Non, car elle est ma fille à tous les égards. C'est moi qu'elle appelle quand elle a peur la nuit. Je lui apprends à faire du vélo. Je l'aide à faire ses devoirs. La biologie, c'est que de la génétique. Être père, c'est être présent chaque jour et choisir d'aimer inconditionnellement. » Cette définition était une critique subtile des échecs passés de Daniel, mais elle était aussi parfaitement juste. Et Daniel se sentait reconnaissant qu'Éléanore et Marcus dans sa vie quotidienne, même si cela lui peinait de reconnaître sa propre absence de ces moments. « Tu es un bon père pour elle, » dit Daniel doucement. « Meilleur que je ne l'ai été quand j'en avais l'occasion. »« Tu es un bon père maintenant, » corrigea Marcus. « Et c'est ce qui compte. Le passé est révolu. Nous ne pouvons contrôler que notre comportement aujourd'hui. » La sagesse philosophique de la réponse de Marcus révélait pourquoi Rebecca l'avait choisi. Il avait suffisamment confiance en lui pour être généreux envers Daniel sans se sentir menacé, et assez sage pour comprendre que le bien-être d'Éléanore dépendait de la collaboration de toutes ses figures parentales. Le 7e anniversaire d'Éléanore a marqué une autre étape importante lorsqu'elle a demandé à Daniel, lors d'une de leurs visites du samedi, « Papa, pourquoi tu ne vis pas avec maman, Marcus et moi ?» La question était inévitable, mais tout de même difficile. Et Daniel a choisi la franchise, tout en restant adapté à son âge. « Parce que maman et moi nous sommes aimés autrefois, mais j'ai fait de grosses erreurs qui l'ont blessé. Quand j'ai enfin compris comment être une meilleure personne, maman avait déjà rencontré Marcus, qui la traite comme elle le mérite. Même si maman et moi ne sommes plus mariés, nous t'aimons tous les 2 énormément et nous veillons ensemble à ton bonheur. » Éléanore réfléchit un instant à cette explication. « Tu t'es excusé. » « À plusieurs reprises, » confirma Daniel. « Mais parfois, les excuses ne suffisent pas à tout arranger. L'important, c'est d'avoir des gens qui vous aiment et prennent soin de vous. »« J'ai beaucoup de monde, » acquiesça Éléanore en comptant sur ses doigts. « Maman, Marcus, toi, grand-père Edmund, Margaret, oncle James, et bientôt j'aurai un petit frère ou une petite sœur. » L'inclusion naturelle de Daniel dans la liste des êtres chers d'Éléanore était un cadeau qu'il n'oublierait jamais, et voir sa fille évoluer avec une telle force au sein de sa famille complexe le remplissait de fierté. Rebecca a donné naissance à un fils, Christopher Marcus Williams, quand Éléanore avait 7 ans. Daniel a fait livrer des fleurs à l'hôpital avec une carte où l'on pouvait simplement lire « Félicitations pour votre belle famille. »
Rebecca a répondu par SMS avec une photo d'Eleanor tenant son petit frère. Elle voulait que vous voyiez ça. Merci d'être heureux pour nous. La bienveillance constante de Rebecca envers Daniel était touchante, mais elle reflétait aussi sa véritable nature, celle de quelqu'un qui privilégiait la compassion à l'amertume, même lorsque celle-ci aurait été justifiée. La relation d'Eleanor avec son petit frère devint une nouvelle histoire du samedi, tandis qu'elle racontait avec enthousiasme à Daniel comment elle apprenait à Christopher à sourire, l'aidait à changer ses couches et lui chantait des berceuses apprises de Marcus. « Je suis la meilleure grande sœur », déclara Eleanor avec l'assurance d'une enfant de 7 ans. « Et quand Christopher sera plus grand, je lui parlerai des éléphants, des poissons et de tout ce que tu m'as appris. » Cette promesse de transmettre les enseignements de Daniel à son frère laissait entendre qu'Eleanor considérait Daniel comme un être précieux qu'elle souhaitait partager et que cette reconnaissance comptait plus que toute réussite professionnelle. 10 ans après avoir mis Rebecca et Eleanor à la porte, Daniel assistait à la remise des diplômes d'Eleanor au collège, regardant sa fille de 14 ans recevoir des prix scolaires, tandis que Rebecca et Marcus, assis quelques rangs plus loin, rayonnaient de fierté. Eleanor était devenue une jeune femme remarquable, sûre d'elle, compatissante et curieuse du monde, des qualités qui rappelaient à Daniel ses propres parents. Mais elle avait aussi développé sa propre personnalité, façonnée par la famille aimante et complexe dans laquelle elle avait grandi. « Papa », appela Eleanor après la cérémonie, utilisant le titre qu'elle avait adopté vers l'âge de 8 ans. « Tu m'as vu recevoir le prix de science. »« Oui », répondit Daniel en serrant sa fille fort dans ses bras. « Je suis si fière de toi. » Marcus s'approcha, Christopher, maintenant âgé de 6 ans, lui tenant la main. Mais grâce à des années de coparentalité harmonieuse, la dynamique familiale était devenue confortable et non plus tendue. « Nous emmenons Eleanor dîner pour fêter ça, » dit Marcus, et elle voulait savoir si tu voulais te joindre à nous. L'invitation était sincère et non obligatoire, et Daniel appréciait les efforts déployés par Rebecca et Marcus pour qu'ils se sentent inclus dans les moments importants d'Eleanor. « Avec plaisir, » répondit Daniel en ébouriffant les cheveux de Christopher. « À condition qu'il me raconte sa saison de foot. » Christopher se lança alors dans une description enthousiaste des victoires de son équipe, traitant Daniel comme un oncle préféré plutôt que comme le père de sa sœur. Et Daniel était reconnaissant que Rebecca ait élevé ses 2 enfants en leur faisant comprendre que les familles peuvent prendre de nombreuses formes. Le dîner eut lieu dans le restaurant préféré d'Eleanor, un établissement qui proposait aussi bien de la cuisine italienne que des sushis, car Eleanor avait hérité des goûts éclectiques de Rebecca. La conversation se déroula naturellement, sans la politesse forcée qui avait caractérisé leurs premiers échanges en tant que parents partagés. « J'ai réfléchi à mon avenir », annonça Eleanor en prenant le dessert. « Et je veux étudier le développement international et l'action humanitaire à l'université. » Cette déclaration fit sourire Rebecca d'un air entendu, tandis que Daniel se sentait gonflé de fierté. Eleanor avait choisi de se consacrer à un travail utile, un travail que ses parents avaient tous deux valorisé à différentes époques. « Qu'est-ce qui t'a intéressé dans ce domaine ?» demanda Marcus, même si tous les convives se doutaient de la réponse. Eleanor évoquait les récits de son père sur le Kenya et l'engagement de son grand-père Edmund auprès des programmes caritatifs de Meridian Global Industries. « Je veux aider les gens comme vous le faites tous les deux, mais je veux aussi comprendre pourquoi certaines communautés ont besoin d'aide. » Cette réponse nuancée révélait la conscience sociale naissante d'Eleanor, mais aussi la manière dont elle avait intégré les enseignements de plusieurs figures parentales à sa propre vision du monde. « Quel que soit ton choix d'études, il te sera utile, » dit Rebecca en serrant la main d'Eleanor par-dessus la table. Mais son regard croisa celui de Daniel, et son expression laissait transparaître que leur fille devenait une personne dont ils pouvaient tous deux être fiers. Plus tard dans la soirée, après que Daniel fut rentré seul à son appartement, Rebecca appela à l'improviste. « Je voulais te remercier. »« Pourquoi ?» demanda Daniel, sincèrement perplexe. « D'être devenue la personne dont Eleanor avait besoin, » répondit Rebecca. « Quand tu es revenu du Kenya il y a 10 ans, je ne savais pas si tu avais vraiment changé ou si tu faisais semblant. Mais te voir toujours présent pour elle, soutenir notre famille, même quand cela te coûtait émotionnellement, c'est ça une vraie transformation. » Cette reconnaissance était inestimable, car elle venait de la personne dont l'opinion comptait le plus. Mais Daniel a esquivé la question. « Tu as rendu cela possible en me donnant des chances que je ne méritais pas. Nous nous sommes mutuellement donné une seconde chance, » a corrigé Rebecca.
J'ai eu une seconde chance de construire une relation saine avec Marcus, et tu as eu une seconde chance d'être le père d'Eleanor. Aucun d'eux nous n'a obtenu l'histoire que nous souhaitions, mais peut-être que celle que nous avons reçue était finalement meilleure. » Cette observation philosophique était typiquement Rebecca. Trouver sagesse et espoir dans des situations qui auraient pu être marquées par le regret et le ressentiment. Mais Daniel se demandait si elle avait raison. Sa vie n'avait pas suivi le cours qu'il avait imaginé. Pas de bureau de direction, pas de manoir, pas de famille traditionnelle, mais il avait trouvé un travail épanouissant, des relations authentiques, et surtout, une fille qu'il aimait malgré ses échecs. « Merci, » dit Daniel d'une voix douce, « d'avoir su voir au-delà de la pire chose que j'ai faite et de reconnaître que les gens peuvent changer. »« Merci d'avoir réellement changé, » répondit Rebecca, au lieu de simplement le promettre. Voilà la différence entre les promesses et le caractère. La conversation s'acheva sur un respect mutuel qui avait mis 10 ans à se construire. Mais, allongé dans son lit, Daniel, repensant à son parcours de vie, comprit que Rebecca avait raison. Cette version de son histoire, aussi complexe et imparfaite fût-elle, avait fait de lui un homme digne de l'amour et du respect de sa fille. La neige qui tombait par sa fenêtre lui rappelait cette terrible nuit de décembre, 14 ans plus tôt, où il avait tout gâché. Mais il avait compris que la rédemption ne consistait pas à effacer le passé. Il s'agissait de faire des choix différents chaque jour, jusqu'à ce que ces choix forgent son caractère. Eleanor n'oublierait jamais que son père avait jadis déçu sa mère, mais elle grandirait aussi en sachant qu'il avait passé des années à prouver que l'échec ne le définissait pas. Et peut-être que cette leçon, selon laquelle on peut changer par des actes concrets plutôt que par de vaines promesses, était la chose la plus précieuse que Daniel pouvait enseigner à sa fille. La question qui le hantait depuis des années, celle de savoir s'il pourrait un jour expier d'avoir jeté Rebecca et Eleanor dans la neige, restait sans réponse, car certaines blessures ne guérissent jamais complètement. Mais Daniel avait appris à vivre avec une rédemption imparfaite et à privilégier le présent plutôt que la perfection. Demain, il irait chercher Eleanor pour leur tradition du samedi. Peut-être visiterait-il l'enclos des éléphants qu'elle adorait depuis l'enfance, et continuerait de reconstruire la relation qu'il avait presque détruite, un jour à la fois, un choix à la fois, jusqu'à ce que ces choix accumulés forment une vie dont il pourrait être fier, malgré ses douloureux débuts.